tous et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à Jacques Chirac le Corrézien, à quelques heures de l'hommage populaire qui lui sera rendu à Paris aux Invalides. France 3 Nouvelle-Aquitaine bouleverse ses programmes et s'installe dans cette Corrèze qui est orpheline. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le massif des Monédières, à Saran, en direct du musée qui porte son nom depuis 20 ans. Durant une heure, nous allons revenir sur les racines corréziennes du grand, comme tout le monde l'appelle ici, sur l'homme qu'il était, sur ce qu'il a apporté à ce département, sur son parcours politique aussi. Nous serons en compagnie de nombreuses personnalités qui l'ont bien connu et qui ont travaillé à ses côtés. Le musée Jacques Chirac ouvre ses portes au public gratuitement jusqu'à ce soir. Il y a déjà du monde et on va se rendre tout de suite au Livre d'Or. Depuis l'annonce de son décès jeudi, ce livre se remplit avec des messages très émouvants et on va retrouver Maurice qui vient du Gard. Bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. Vous aviez prévu ce séjour en Corrèze ? Bonjour, oui, c'était prévu et nous avions prévu de venir visiter le musée. Bon ben voilà, nous avions téléphoné hier pour savoir s'il y avait du monde, s'il fallait réserver. On nous a dit de venir ce matin, donc nous étions là dès l'ouverture. Que représentait Jacques Chirac pour vous ? D'abord avant tout un humain, proche des gens et un grand président. Là, vous êtes en train d'écrire un mot sur ce livre, il est déjà bien rempli depuis quelques jours. Quel message vous souhaitez laisser à sa mémoire ? Un message d'humanisme. J'ai marqué que nous n'oublierons pas que d'autres présidents devraient prendre exemple. Vous pensez à la classe politique actuelle ? Oui, tout à fait, qui s'éloigne de plus en plus des gens. Merci beaucoup Maurice, je vous laisse finir de remplir votre mot. Nous sommes donc dans ce musée Jacques Chirac, un édifice de 4700 mètres carrés au cœur de la petite commune de Saran qui compte seulement 300 habitants. Nous sommes à quelques kilomètres du château de Bitty dans le canton dont Bernadette Chirac fut conseillère générale pendant 40 ans. Il abrite la collection des objets offerts au président dans l'exercice de ses fonctions et c'est en tant que président qu'il l'inaugura, c'était en décembre 2000. Reportage de France 3 Limousin tourné à l'époque par Vincent Hilaire et Philippe Dupont. Après celui de Mitterrand, à Château-Chinon, la France compte donc désormais 2 musées du septennat avec celui de Jacques Chirac, inauguré ce matin à Saran par l'intéressé lui-même. Accompagné par son épouse et 2 ministres de la gauche plurielle, Catherine Tasca et Marie-Georges Buffet, le chef de l'État a symboliquement acheté les premiers billets délivrés par le musée. Le premier billet, ça c'est un clin d'œil. Un clin d'œil car sur ce premier billet, il y a un lutteur sumo, le sport favori du président paraît-il. Véritable caverne d'Ali Baba, le musée Jacques Chirac recèle des pièces rares, 3000 au total, des cadeaux reçus des mains des plus grands chefs d'État de la planète. Ce sont les cadeaux officiels des 5 premières années de ce septennat. Alors ce sont des cadeaux un peu du monde entier, bien sûr, qui sont représentatifs des voyages du président de la République française dans le monde entier. Le but de ce musée, c'est un but pédagogique. Aux côtés du chef de l'État, dans cette délégation venue de Paris, s'étaient joints aussi plusieurs représentants de l'élite sportive française. La cycliste Jeannie Longo, dont l'exposition temporaire consacrée au sport au sous-sol présente ce vélo, mais aussi David Douillet et son kimono de champion du monde de 95, le début de sa grande aventure. Sans oublier la présence de Jacqueline Tabarly, qui prête au musée cette maquette de Penduic. François Hollande, député de Corrèze, présent pendant cette inauguration, est resté au second plan. Il y a maintenant un musée Jacques Chirac, ça doit être le dernier musée du septennat possible, puisque maintenant c'est le quinquennat. Moi je suis là pour constater qu'il peut y avoir une activité touristique pour le département, je ne m'en plains pas. 75 000 personnes par an sont attendues dans ce musée, une manne touristique importante pour cette ville de 300 âmes, isolée dans le massif des Monédières. Le musée ouvre ses portes au public dès demain matin. Et il a donc ouvert ses portes il y a près de 20 ans, ce musée du président Jacques Chirac. Nous sommes en compagnie de Catherine Combrouse-Lafaille, conservatrice en chef. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos murs ce matin, dans ce magnifique bâtiment signé Jean-Michel Villemotte. On vient de voir des images de l'inauguration. En 2000, 5000 objets sont dans ce musée. Vous en avez sélectionné quelques-uns pour nous, à commencer par cette impressionnante sélacanthe. De quoi s'agit-il ? Tout à fait, c'est un poisson osseux avec une colonne vertébrale, ce qui est déjà assez rare.
préhistorique, il date de 400 millions d'années. Et vous pourrez me dire à quoi ça sert d'offrir un poisson entre deux présidents. Vous lisez dans mes pensées. Oui, c'est une question qu'on se pose souvent. En l'occurrence ici, c'est un cadeau offert par le président de la République fédérale islamique des Comores au président Jacques Chirac à la fin des années 90. Et c'est un poisson qui est une espèce en voie de disparition, donc ça avait déjà cet intérêt-là. Et d'autre part, dans les années 70, les Comoriens et certains types de scientifiques se demandaient si ce n'était pas le maillon manquant de l'évolution de l'homme, puisque, comme on peut le voir, ces nageoires commencent par des morceaux de bras. Et donc c'est un poisson qui a capacité à quitter le milieu marin, aquatique, pour se hisser sur Terre. Et donc on s'était dit que peut-être l'homme descendait du singe, mais également de ce poisson, d'où l'intérêt de l'offrir en cadeau. Donc ça parlait à l'homme soucieux d'environnement, tout comme l'homme soucieux de culture. Et voilà, tout à fait. C'est un beau cadeau. Alors on va se diriger maintenant vers un autre cadeau. Il y en a beaucoup dans cette salle. On va se rendre juste en face là-bas, découvrir ces fameuses Santiago offertes par Bill Clinton. C'est dans les années 90. Tout à fait un autre style. Expliquez-nous, venez vous mettre à côté de moi par ici. Expliquez-nous pourquoi c'est important et pourquoi ce cadeau-là est particulièrement prisé des visiteurs. Oui, il est prisé des visiteurs parce qu'il y a une petite histoire. C'est-à-dire nous sommes à Denver, Colorado, en 1997. C'est le G8. À cette époque-là, il y a 7 représentants des pays les plus économiques. Il y a la Russie. Et Bill Clinton décide d'offrir à ses représentants et chefs d'État une véritable panoplie ou tunique de cow-boy. Colorado, symbole du Far West, il est tout content, chacun ouvre son cadeau, le déplie, et Jacques Chirac et Helmut Kohl, à l'époque chancelier d'Allemagne, se disent « Non, franchement, nous, on va être ridicules dans cette tenue-là. En aucun cas, on peut représenter nos pays respectifs en cow-boy. » Donc, ils refusent. Les 6 autres refusent parce que tout le monde portait ou personne. Et Bill Clinton n'aura jamais la photo finale du G8 comme traditionnellement parce que tous les présidents ont refusé de porter la tenue de cow-boy. Mais les bottes sont restées et elles se trouvent ici. Elles sont restées, elles sont sur mesure, elles sont numérotées. Il y a le ceinturon également dans la vitrine en dessous et dans nos réserves, on a la totalité, c'est-à-dire le chapeau, la veste en jean, le pantalon en jean, donc les Santiago. Il y a la tenue complète, mais elle n'a jamais été portée. On a du mal à imaginer Jacques Chirac avec ce type de vêtements. Je crois qu'il a bien fait de refuser, si je puis me permettre. Merci beaucoup. On va maintenant se diriger juste à côté, là, dans le couloir qui est ici. On va se diriger vers un cadeau qui représente aussi son amour des arts premiers, son amour du Japon et de ce sport méconnu en France qui est le sumo. Un mot peut-être sur la volonté d'installer ce musée ici, en Corrèze. Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi surtout la volonté de Bernadette Chirac finalement? Tout à fait, c'est la volonté de Madame Chirac qui fait de cette terre, c'est-à-dire le canton et la commune, une terre de politique pour elle puisqu'elle était élue. Donc elle voulait absolument que ce musée, en 2000, mais même un petit peu avant dans la réflexion, soit installé au milieu de ces terres, au sens propre et figuré, au milieu aussi des forêts, des prairies, lacs et bois, pour amener un petit peu la culture et notamment le dialogue des cultures dans cette Haute-Corrèze pour les Corréziens et pour les Français en général. Alors, le dialogue des cultures, là, il a tout son sens. Ce sont des objets traditionnels du Japon. Donc, un sumotori, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est une figurine en porcelaine et pas, comme on pourrait le croire, en plastique, qui figure vraiment la figure idéalisée du guerrier, du sumotori, comme on dit en français. Donc, la fameuse coiffure qu'il ne coupe qu'au moment de passer à sa retraite. La ceinture qui lui permet à son adversaire, en tous les cas, de l'attraper et le but est de le faire tomber. Et puis, ce geste également que l'on connaît tous, qui est lever la jambe très haut, à la fois pour étendre les muscles, mais également pour frapper violemment le sol, pour faire fuir les esprits. Donc ça, c'est une figure idéalisée en fait du guerrier sumotori lors des tournois qui sont véritables arts pour eux. Mais je souhaitais, pour terminer, vous présenter juste la ceinture en coton, qui là est un don exceptionnel pour le musée, puisque c'est le don... Qui se trouve juste ici, regardez. Oui, juste ici, qui est le don véritablement d'un sumotori, qui était en amitié avec Jacques Chirac, donc d'un dieu vivant à un président, ce qui est exceptionnellement rare. Merci beaucoup pour cette petite visite guidée, Catherine Combrouse-Lafaille. On vous retrouvera tout à l'heure. On va maintenant revenir, bien évidemment, sur cette incroyable carrière politique qui fut celle de Jacques Chirac, 9 fois élu député, 7 fois ministre, maire de Paris pendant 18 ans, 2 fois ministre et 2 fois président de la République, une longévité exceptionnelle sur laquelle nous revenons en images avec le commentaire de Philippe Mallet. Ce fut son ultime sortie officielle, le 21 novembre 2014, à l'occasion de la remise des prix de sa fondation, à un moment rare. L'arrivée de Jacques Chirac aux côtés de François Hollande est chaleureusement applaudie.
Les deux hommes s'apprécient et s'applaudissent mutuellement. À la tribune, le cadet salue l'aîné, son complice corrézien. Elle me permet aussi, cette remise des prix, de dire une nouvelle fois le respect que j'ai pour vous, Jacques Chirac. Et un respect qui est à l'unisson de l'affection que vous portent les Français au-delà des sensibilités politiques. Mais la dernière apparition très remarquée de Jacques Chirac remonte au 11 juin 2011 pour l'inauguration à Saran d'une exposition en compagnie de François Hollande. Et soudain, l'ancien chef de l'État lâche cette petite phrase. Je peux dire que je voterai Hollande. Et symbolique aussi, ce 21 mars 2010. Personne n'imagine à cet instant que Jacques Chirac devra par la suite voter par procuration. À voter. Jacques Chirac a voté. Insaisissable Jacques Chirac. Dès ses premiers pas en politique, le cadet de Pompidou, cornaqué par Pierre Juillet, l'éminence grise du Premier ministre surprend son monde. Pour les législatives de 67, Chirac choisit la Corrèze, la terre de ses parents et de ses grands-parents, et s'en va à Ussel, bien à gauche et fier de l'être, mais Jacques Chirac séduit d'emblée. Tu te fais pas de ville, toi? Non, Ah non. je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de t'en faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. Cette graine de ministre organise des réunions au pied levé, aidée par un gouvernement et des moyens financiers considérables que Jacques Chirac s'est utilisé pour sauver ce territoire délaissé. Et heureux à un troisième titre, c'est parce que j'avais effectivement quelques dossiers intéressants des communes en suspens et pour lesquels j'étais très anxieux de les voir aboutir. Et ceci est maintenant chose faite. C'est un véritable professionnel de la politique qui sait amadouer les hommes clés de la Corrèze, à commencer par Charles Spinasse, le maire bâtisseur d'Égletons. Charles Spinasse, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Jacques Chirac s'enracine tout en devenant ministre de l'Intérieur ou encore de l'Agriculture, mais sans jamais oublier sa Corrèze qu'il dirige désormais. Mes chers collègues, je déclare la séance du Conseil général ouverte. Président du Conseil général et bientôt Premier ministre de Giscard, mais c'est aussi une entente contre nature qui s'achèvera par une fracassante démission et une contre-offensive spectaculaire, la création du RPR qui sera sa machine de guerre. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac président du Rassemblement pour la République. En 77, c'est la conquête de la mairie de Paris. On embauche des Corréziens. Bien plus tard, les juges se pencheront sur ces dossiers délicats des chargés de mission. Ce sera le temps des ennuis judiciaires pour Jacques Chirac. En attendant, ce grand prédateur n'a qu'une seule idée en tête, l'Élysée. Pensez à nous, les agriculteurs, parce qu'à ce moment... Pour y arriver, il lui faudra devenir en 1986 le Premier ministre de François Mitterrand et essuyer 2 ans plus tard un échec cuisant à l'élection présidentielle et dans une deuxième cohabitation, envoyer Édouard Balladur à Matignon qui l'affrontera dans un duel sans merci. Après tant de combats, son heure viendra en 1995. La Corrèze, elle, est désormais très loin. Il y retournera quand même de temps à autre. Je vais vous dire, j'ai bien l'intention maintenant de reprendre tranquillement mes habitudes et par conséquent de venir régulièrement retrouver mes sources, mes racines et l'endroit où je puise ma joie de vivre. Pour la Corrèze, il ne restera plus que le rituel des vœux à la mi-janvier dans une caserne ou dans le gymnase d'un lycée. La Corrèze, c'est pour moi la terre de l'enracinement. La terre où plongent profondément mes attaches familiales. Ce sera l'ultime hommage du président Jacques Chirac à son ancienne terre d'élection, ce territoire éponyme qui conserve précieusement son empreinte, lui qui a permis à ses habitants de la Haute-Corrèze de passer de la résignation à l'espoir et de l'espoir à l'envie de réussir. Au revoir et merci. Au revoir, président. Au revoir.
Et nous sommes de retour dans le musée du président Jacques Chirac, à l'étage inférieur, cette fois là où se trouvent les véhicules présidentiels que vous voyez autour de nous, et notamment la fameuse CX dans laquelle il rejoignit l'Élysée en 1995. Dans moins de 3 heures, un hommage national populaire en mémoire du président Chirac se déroulera aux Invalides à Paris. De nombreux Corréziens ont pris la route pour s'y rendre. On retrouvera d'ailleurs Philippe Mallet en direct tout à l'heure. Et je voudrais donc remercier les invités qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce matin, à commencer par Françoise Limoujou. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes une amie intime des Chirac, militant de la première heure avec votre mari André, qui était comme un frère. Vous nous raconterez tout ça. Daniel Chassaing, bonjour. Vous êtes sénateur de la Corrèze, vous avez été conseiller général de Traignac pendant 35 ans et vous avez longtemps côtoyé le Jacques Chirac corrézien. On en parlera évidemment. Jean Combasteil, bonjour. Vous êtes une figure de la vie politique en Corrèze, issue de cette Haute-Corrèze si chère à Jacques Chirac, et vous avez été le maire communiste de Tulle pendant 18 ans, mais aussi député de la Corrèze pendant 5 ans. Alors, je me tourne vers vous, Françoise Limoujou. La Haute-Corrèze, Ussel, c'est le début de l'histoire politique de Jacques Chirac, c'est le début de votre amitié aussi. Absolument. Nous avons connu Jacques en 1966. Nous l'avons connu en Corrèze parce que mon beau-frère Louis Limoujou, qui faisait partie du serment de Solignac, n'a pas souhaité être candidat sur Ussel. Donc on a demandé, mais qui peut aller en Haute-Corrèze? Et on a dit, on va mettre Jacques Chirac, on va envoyer Jacques Chirac. Et Jacques disait, mais qu'est-ce que je vais aller faire en Haute-Corrèze? Je ne connais personne. Et mon beau-frère Louis lui a dit, ne t'inquiète pas, mes deux frères André et Léon feront tout pour te faciliter l'élection. Et c'est ce que nous avons fait. Alors André et Jacques, vous le dites souvent, c'était comme des frères. Absolument. Ils sont décédés au même âge d'ailleurs, à l'âge de 86 ans et lors du même mois, le mois de septembre. Absolument. Qu'est-ce qui fondait leur complicité, leur amitié? Eh bien, je pense que c'est ces premiers mois où ils ont partagé, si vous voulez, le départ de la vie politique de Jacques. André préparait donc ses fiches. André préparait les visites et bien sûr, parfois ils étaient reçus avec gentillesse, parfois un petit peu moins et puis des fois pas du tout. Alors cette complicité qu'ils avaient entre eux, c'était extraordinaire parce que même avec un regard, ils se comprenaient. Ça, c'était, je suis étonnée de l'amitié et du respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Daniel Chassaing, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré Jacques Chirac et l'impression qu'il vous a faite? La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une commune du canton de Traignac où certains maires étaient réunis. Jacques Chirac était là et on m'a dit Jacques Chirac voulait vous voir. Moi j'étais en train de faire des visites de médecins et c'est là où il m'a dit les maires sont d'accord, il faudrait que vous présentiez au conseil général. Bon, après il me tutoyait, mais là, vous voyez, donc j'ai quand même réfléchi à un certain nombre de jours. Et puis j'ai donné ma réponse, donc c'est la première fois. Et donc j'étais installé dans le canton de Traignac à Chambray pour la médecine. Et effectivement, je ne pensais pas du tout faire de la politique. Comment il était avec les Corréziens, Jacques Chirac, vous qui l'avez côtoyé si longtemps? Je l'ai côtoyé effectivement depuis cette élection en 1979. Jacques Chirac était très chaleureux avec les Corréziens. Il l'adore toujours. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de foires où il aimait beaucoup les agriculteurs. D'ailleurs, il les a beaucoup aidés. Il rencontrait les agriculteurs, la population. Il y avait beaucoup plus de foires. Et lorsqu'il y avait des inaugurations dans les territoires, dans les communes, c'était la fête. Et les gens appréciaient beaucoup la venue de Jacques Chirac. Jean Combasteil, je me tourne vers vous. Vous avez été adversaire politique de Jacques Chirac. Son ami, l'écrivain corrézien Denis Tillinac, il dit « Si vous voulez détester Chirac, ne le rencontrez jamais ». Est-ce que vous partagez cet avis? J'ai rencontré Jacques Chirac uniquement dans des occasions officielles, bien sûr, et puis quelquefois dans des confrontations un peu plus musclées. Oui. Mais voilà, j'ai toujours considéré qu'il avait des qualités humaines, et bien évidemment. Ça n'empêche pas qu'il y avait un profond désaccord, évidemment, entre nos deux façons de voir l'action politique. Mais je crois que c'était des moments assez intéressants. Et il faut reconnaître qu'il avait effectivement une capacité
à rencontrer les gens, à prendre contact avec eux, qui était tout à fait significative. Il y avait un respect entre vous au-delà des clivages politiques? Ah oui, je pense, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une détestation profonde. Il y avait un désaccord, c'est sûr, mais c'est tout. Et je crois que on a eu quelquefois l'occasion, comme je vous dis, d'avoir des débats agités, mais c'était, je crois, quelqu'un qui était assez affable. Alors, le berceau de la famille Chirac, il est à quelques kilomètres, à 40 kilomètres d'ici, à Sainte-Féréole. La maison familiale s'y trouve toujours. C'est là que Jacques Chirac a été élu conseiller municipal tout au début de sa carrière politique. Françoise Limoujou, les Corréziens, on a l'impression qu'ils ont souvent pensé, à raison d'ailleurs, qu'ils pouvaient tout demander à Jacques Chirac. Absolument. Il était attentif à tout le monde et à tout ce qu'on pouvait lui demander. Il aimait les gens, il les écoutait. C'est ce qui m'a ému quand j'ai vu Jacques. D'abord, il était extrêmement intelligent, ça oui. Il était à l'écoute des gens et il était humble. C'est-à-dire qu'il avait cette écoute des gens et on avait l'impression que l'on était des gens importants à ses yeux et on pouvait tout lui demander. Et c'est vrai, il répondait chaque fois qu'on lui avait fait une demande et s'il pouvait vous rendre service, il avait ce don. Alors on va tout de suite rejoindre la Charente-Maritime. On est en direct de Saint-Georges de Didonne où nous attend Pascal Foucault qui est en compagnie de Dominique Bussereau, président du conseil départemental, qui était le secrétaire d'État au transport, au budget, puis le ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac. Et on va évoquer donc l'ancrage corrézien de Jacques Chirac avec Dominique Bussereau et surtout l'homme qu'il était. Oui, bonjour Dominique Bussereau, merci à vous de nous recevoir ici à la maison de la Charente-Maritime, chez vous à Saint-Georges de Didonne. Alors vous avez eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises depuis le décès du président. Jacques Chirac, pour vous, c'est une grande partie de votre vie. C'est une grande partie de ma vie. Je ne suis pas venu de la famille chiracienne, je me suis engagé dans la vie publique avec et pour le président Giscard d'Estaing et j'ai eu l'occasion, bien sûr, tout au long de cette période de rencontrer le Premier ministre Jacques Chirac et dans toutes ses responsabilités, le président de parti politique. Puis après, j'ai eu le grand honneur, pendant 5 ans, de le servir comme ministre des Transports, du Budget, de l'Agriculture. Et être ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, c'était pas simple, parce qu'il avait une connaissance absolument encyclopédique du monde agricole, un amour extraordinaire pour l'agriculture française et la ruralité. Et donc, il fallait faire attention à ne pas se faire coincer, piéger par des questions de quelqu'un qui connaissait mieux le sujet que je ne connaissais lorsque je suis arrivé dans ce ministère. Alors, amoureux de la ruralité, amoureux des gens aussi, ça, vous avez pu le mesurer à de nombreuses reprises. Oui, ce que j'ai parfois raconté depuis sa mort, c'est que les fois où il téléphonait, c'est assez rare qu'un chef d'État appelle un de ses ministres, c'était non pas pour me dire, voilà, il faut prendre telle mesure, il faut corriger telle décision, c'était pour me parler de quelqu'un qui était en difficulté. J'ai souvent raconté cette anecdote. Alexis Gourvenec était un grand dirigeant agricole français, breton, c'est lui qui avait pris d'assaut la sous-préfecture de Saint-Paul-de-Léon, l'homme des artichauts bretons, un grand dirigeant agricole. Un jour, Chirac m'appelle, et le président Chirac m'appelle et me dit « Tu es où ?» Je lui dis « Je suis en Charente-Maritime. » Il me dit « T'as de quoi noter ?» Je dis « Bien sûr, monsieur le président. » Il me donne un numéro de téléphone, un numéro de chambre. Il me dit « Ça, tu vois, c'est le numéro de téléphone de l'hôpital de Rennes. Ça, c'est le numéro de la chambre du Gourvenec. Tu vas appeler ce numéro, tu vas demander la chambre, et tu vas lui parler parce qu'il est très très mauvaise santé. Et il a envie qu'on soit gentil avec lui, et ça lui fera plaisir de t'entendre. » Mais c'était ça, Chirac, toujours, ou quelqu'un en difficulté, quelqu'un au chômage. Il appelait en disant « Il faudrait que tu aides. » Un jour, il m'appelle en disant « Ce type, c'est pilote, il ne trouve pas une compagnie aérienne. » Je dis « Monsieur le Président, vous avez oublié, je ne suis plus au transport. » Il me dit « Je m'en fous, je sais que tu les connais bien, tu te débrouilles et tu lui trouves un siège de pilote. » Ce qui fut fait quelques semaines après. Alors vous le disiez tout à l'heure en préparant cette émission, ce rendez-vous, n'hésitez pas non plus à faire quelques clés de bras au protocole pour s'échapper et aller voir des proches ou des amis, des gens qu'il connaissait. Oui, il aimait bien un peu briser le protocole. Moi, je me souviens d'un voyage officiel en Afrique. On me dit, le président vous attend avec le président sénégalais pour parler d'un problème de développement agricole à l'ambassade de France. J'arrive, Chirac était parti, le président sénégalais m'attendait, on discutait avec lui. Après, je demande où est le président, il me dit, oh, il est parti prendre un pot. Et je l'ai retrouvé dans un bar à Dakar avec une dizaine d'écrivaines et d'actrices sénégalaises connues. Il buvait une bière avec elles, il passait une très bonne soirée. Et il avait planté le président africain tout seul à l'ambassade de France. Merci Dominique Bussereau pour ces souvenirs. On se retrouve d'ici quelques minutes, ici même à la maison de la Charente-Maritime à Saint-Georges de Didonne.
Merci Pascal Foucault, merci à Marc Millet pour les images. On vous retrouvera tout à l'heure pour évoquer cette fois l'héritage politique et notamment en Nouvelle-Aquitaine de Jacques Chirac. Je me tourne vers Catherine Combrouz-Lafaille, conservatrice en chef du musée. On sait qu'après la fin de son deuxième mandat, Jacques Chirac revenait plus volontiers, avec plus de temps forcément ici en Corrèze. Il était toujours très attaché à ce musée. Depuis quelques jours, les médias, c'est ici qu'ils viennent pour commémorer sa mémoire. Oui, tout à fait. Depuis son décès, je n'ai jamais rencontré autant de médias locaux et nationaux. C'est assez stressant pour mon équipe et moi-même, mais néanmoins, c'est tout à fait normal. Pour le président Jacques Chirac, chaque été, on mettait en place une exposition qu'on appelait temporaire, qui était également créée ou montée grâce à lui et grâce à Madame Chirac, donc qui venait encore plus volontiers inaugurer cette exposition chaque année et déambuler après dans les salles. Je regrette personnellement de ne l'avoir jamais vu déambuler dans les salles et parler des cadeaux, mais c'est tout à fait ce qu'il faisait. Il venait volontiers, il venait l'hiver également, quand il séjournait sur la commune. Il venait absolument dès que c'était possible, et les Corréziens pareil. Alors un hommage populaire aura lieu dans moins de 3 heures à 14 heures aux Invalides, un hommage ouvert à tous les Français qui souhaitent se recueillir devant sa dépouille. Daniel Chassaing, ça lui aurait plu cet hommage populaire à votre avis, Jacques Chirac? Oui, parce que Jacques Chirac aimait beaucoup les gens et si vous voulez, même lorsqu'il était maire de Paris, député de la Corrèze, il venait tous les week-ends. Et tous les week-ends, il rencontrait des maires, des élus, et bien sûr, il les rencontrait pour avoir leur avis sur la politique, mais aussi pour les aider à créer des investissements, pour mettre en place des entreprises, et bien sûr, pour mettre en place aussi des hébergements pour personnes handicapées. Vous le savez, 1000 emplois, plus de 1000 emplois en Haute-Corrèze, sur le canton de Trégnac, bien sûr, également en plus, environ 200 ou 300 emplois qui ont été apportés par Jacques Chirac. Donc, effectivement, je pense qu'il serait content de voir que les gens sont reconnaissants pour savoir de savoir que tout ce qu'il a fait en Haute-Corrèze, les gens s'en souviennent. On va en parler de cette fondation Pompidou, mais tout de suite, on va rejoindre Philippe Mallet, qui est en direct des Invalides à Paris, où il y a, je crois, déjà beaucoup de monde qui commence à se réunir. Philippe Mallet est en compagnie de Samuel Chassaigne. Philippe, c'est avant tout l'homme que les Français viennent honorer plus que l'homme d'État. Oui, bonjour Anaïk, effectivement. C'est un hommage populaire, mais surtout pas une cérémonie officielle. Les cérémonies officielles, c'est pour demain lundi. L'adieu ici à l'homme d'État plutôt qu'au chef de l'État, pour se souvenir de l'homme, de son humanité profonde, au-delà de sa carrière politique, au-delà de l'exercice du pouvoir, au-delà de sa présidence de la République, car la famille de Jacques Chirac, comme lui-même certainement l'aurait voulu, souhaite que les Français puissent pour eux-mêmes et par eux-mêmes saluer une dernière fois Jacques Chirac, ici aux Invalides, qui accueillent traditionnellement les célébrations consacrées aux grands personnages de la nation. Et la famille de Jacques Chirac souhaitait quelque chose qui lui ressemble, quelque chose d'ouvert et d'accessible. Les Français pourront donc se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac, installé sous le dôme. Un opuscule sera distribué sur place. Il rassemble des écrits et des propos de Jacques Chirac. Merci beaucoup Philippe, on vous retrouvera un peu plus tard dans cette émission, toujours en direct de Paris. Jean-Jacques de Peretti nous a rejoint, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Sarlat dans la Dordogne toute proche et puis vous avez été notamment conseiller de Jacques Chirac à Matignon et vous avez été son ministre des Outre-mer. Quel souvenir vous garderez de l'homme Jacques Chirac? En préparant cette émission, vous me disiez que c'était quelqu'un de très cash. Il était... moi je l'ai suivi de 1974 à... pratiquement son départ de l'Élysée. Il réussissait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il arrivait à découpler totalement l'homme qui devenait à des moments presque un ami et le décideur politique. Alors, il pouvait plaisanter, il pouvait faire un mot d'humour, etc. Mais dès qu'on rentrait dans son bureau, par exemple quand on relisait ses discours, il avait un gros crayon rouge et il soulignait, il s'arrêtait sur un mot, il disait ce mot, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais là, on était vraiment dans une cathédrale, il fallait bien se tenir. En revanche,
dans la journée, il pouvait très bien, lorsqu'on était outre-mer notamment, il me dit tiens, viens, je vais te faire voir un petit endroit qui est très sympa. Ils font du petit punch qui est génial, etc. Tu verras. Donc c'était sur les deux tableaux. Et c'est ça qui était extraordinaire, parce que d'abord on se sentait en confiance, c'est comme un ami, et puis en même temps on se sentait très respectueux. Et en plus, il avait une autre faculté, c'est qu'il était très pédagogue. C'est-à-dire, quand il y avait une décision, quelle qu'elle soit, même s'il était simple, etc., il prenait le temps de l'expliquer. Et ça, c'est une force importante. Vous voulez dire qu'actuellement, c'est peut-être une force qu'ont moins les hommes de la classe politique actuelle ? Si vous voulez, pour Jacques Chirac, tout était important et en même temps, il surfait un peu sur tout. Moi, je me souviens qu'une fois, il m'envoyait un personnage qui était Marlon Brando. Parce que Marlon Brando avait quelques problèmes en Polynésie sur son île Tetiaroa. Donc il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis monsieur le président, je travaille. Donc Jacques Chirac rendait service même à Marlon Brando, donc. Il était obligé, en plus on avait les essais nucléaires, donc on était dans une situation très difficile. Et il me dit, est-ce que tu connais Marlon Brando ? Alors je lui dis non, je vois qui c'est. Bon, je te l'envoie. Il a de gros problèmes en Polynésie, il faudrait que tu le reçoives. Et après, il m'expliquait le problème, comment faire, comment le prendre avec du recul. Donc, si bien qu'on n'était pas stressé ni énervé, même dans des moments importants. Moi, quand j'étais à son cabinet, on a vécu avec Margaret Thatcher un moment extraordinaire au sommet européen. C'est là d'ailleurs où il n'a pas traité de ménagère, il a traité d'épicière. Oui. Dans un coin, il a traité d'épicière. Mais quand on est revenu, il y avait eu la mort de Maïek Oussekine. Pendant tout l'avion, j'ai vu un Chirac qui ne disait pas un mot. On arrive à Matignon, dans l'antichambre, il y avait une personne. C'était Philippe Seguin. Et qui lui dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, on sentit qu'il était vraiment affecté. Et ce n'était pas un jeu pour lui, parce qu'on était trois. Il aurait pu dire qu'est-ce qu'ils ont foutu, comment ça s'est passé. Il était affecté. Et c'est ça qui était assez extraordinaire chez Chirac. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde, non pas le découvre, mais se souvient de la part de chacun qu'il avait un peu, parce que c'est cette multiple facette en fait qui est extraordinaire. Alors cette humanité, hein, on la retrouve chez Jacques Chirac avec l'une des causes qui lui tenait à cœur, hein, on en parlait tout à l'heure avec Daniel Chassaing, c'est la défense des personnes handicapées, un engagement qui a eu des répercussions en Corrèze. Le premier centre d'accueil a ouvert ses portes à Perlevat, c'était en 1970. Aujourd'hui, il en existe une vingtaine. On va tout de suite revenir sur l'histoire de cette fondation avec le reportage de Franck Petit, Camille Chignac et Andrea Ballot. 1975, dans le centre éducatif de Sornac en Haute-Corrèze, Jacques Chirac, alors Premier ministre, lance la première grande loi en faveur des personnes handicapées. Le renforcement considérable de l'effort de solidarité nationale permet de simplifier la réglementation, d'améliorer les prestations, de consacrer l'autonomie des handicapés et de favoriser leur réinsertion dans la société. Jacques Chirac a œuvré dès 1970 à bâtir en Corrèze des centres d'accueil pour les enfants handicapés, une cause qu'il ne cessera de défendre tout au long de sa longue vie politique. Toutes les grandes lois, c'est Chirac. 75, les lois de 75, Chirac Premier ministre de Giscard. Les lois de 87 sur les quotas en entreprise, les pénalités des employeurs qui n'employaient pas des handicapés, 87, Chirac Premier ministre de Mitterrand. 2002-2005, Chirac, président de la République, les deux lois sur l'accessibilité et sur la citoyenneté des personnes handicapées. Toutes les grandes lois, c'est lui. La maladie psychique de sa fille Laurence a pu renforcer sa volonté d'agir. Mais Jacques Chirac avait surtout un intérêt inné pour les plus vulnérables. Il venait voir les résidents, il était bienveillant, très à leur écoute. Il allait vers eux vraiment tout à fait naturellement. Prenait le temps de les écouter, même ceux qui avaient des problèmes d'élocution. J'ai connu Jacques Chirac. Il est venu nous serrer la main plusieurs fois, par gentillesse. Comme je disais, il était un des seuls à être venu au CRT pour lui serrer la main. Franchement, pour ce qu'il a fait, moi je suis fière de lui. Il nous a
apporté pas mal de choses et franchement, je trouve ça très bien. Aujourd'hui, 830 personnes travaillent pour la Fondation dans une vingtaine de centres d'accueil. Plus de 1200 enfants et adultes handicapés y vivent et y travaillent. Françoise Limoujou, cette tendresse pour les plus faibles, elle était innée. Vous l'avez toujours connue chez Jacques Chirac? Absolument. Je l'ai toujours connu à l'écoute des autres et toujours, il se demandait des nouvelles et il pouvait repasser dans une famille peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans après. Il se rappelait le problème que la famille avait eu et il demandait toujours des nouvelles. Et il était extrêmement sensible, il avait un grand cœur, il était généreux, il était serviable. On pouvait tout lui demander. Et ça a aussi forcément un rapport avec son drame personnel, celui de sa fille Laurence, je suppose. Je pense que ce drame a été très très important pour Jacques et Bernadette. Ça a été le drame de leur vie et ils l'ont porté avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité, car ils ne souhaitaient pas qu'on leur en parle. Moi, j'ai connu Laurence, j'ai connu Claude aussi. C'était une petite fille merveilleuse, gentille, et pour eux, c'était effroyable. Et du reste, Jacques et Bernadette, je pense, n'ont pas supporté ce décès. Daniel Chassaing, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le premier employeur privé de la Corrèze, la Fondation Jacques Chirac. Ça n'a pas tellement d'équivalent dans d'autres territoires, ce genre de structure? Oui, je crois qu'effectivement, la Fondation Jacques Chirac, qui est en pointe d'ailleurs sur l'autisme, actuellement, c'est 1000 emplois en Haute-Corrèze. Ça veut dire que dans ce secteur, on a permis de maintenir la vie. Parce que l'agriculture qui l'a beaucoup aidé, malheureusement, c'est de l'élevage et il y a une diminution du nombre d'emplois. Et avec cette implantation de personnes handicapées, des hébergements, eh bien, on a pu maintenir la vie dans ces territoires très difficiles. Jean Combasteil, avec cette fondation Jacques Chirac, cette lutte pour le handicap, on voit quelque part la fibre sociale de Jacques Chirac. On sait qu'il était très attaché à son grand-père, qui était radical socialiste, et il y avait quelque chose d'une gauche contrariée presque chez lui. Votre avis sur cette question? Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce niveau-là, mais il est certain quand même qu'il a su très bien analyser le paysage politique de la Haute-Corrèze quand il est arrivé, c'était pas à l'époque de maintenant quand même, c'était encore un paysage qui était encore proche de la période de la Libération, où les forces politiques étaient un petit peu différentes de ce qu'elles sont maintenant. Et il y avait le poids de la gauche, effectivement, entre le Parti communiste d'une part, le Parti socialiste d'autre part, des désaccords importants aussi entre les deux, et il y avait aussi, bien sûr, une droite qui existait. Mais je crois qu'il a su très bien donc prendre les modalités de travail de ce qu'on appelait le radical socialisme. Je crois que c'est pas du tout injurieux ce que je veux dire. Simplement, c'était ce contact assez fréquent. Un peu de clientélisme aussi, certainement, mais un peu de gens qui étaient peut-être plus avantagés, c'est ça. Mais c'était connu comme cela. Et ça, il a su l'analyser. Je crois que c'est une des raisons, probablement, de son implantation relativement rapide, quand même, dans le paysage. De cette longévité. Alors, nous sommes toujours ensemble pour cette émission exceptionnelle en direct du musée de Saran en Corrèze. Il y a beaucoup de visiteurs qui sont là aujourd'hui. On rappelle que ce musée est ouvert gratuitement encore jusqu'à demain soir en hommage à Jacques Chirac. Donc, ce musée s'est retrouvé sous les feux des projecteurs il y a quelques années. Rappelez-vous, quand Jacques Chirac a annoncé son soutien à François Hollande pour la présidentielle 2012, car malgré leurs différences politiques, eh bien, ces deux hommes-là se connaissaient et s'appréciaient. On le revoit en image avec le commentaire de Serge Timineau. Leur histoire politique commune avec la Corrèze a commencé par un affrontement. 1981, le député Jacques Chirac voit débarquer sur ses terres électives d'Ussel un jeune énarque de 27 ans, François Hollande. Dans la foulée de l'élection de François Mitterrand, la vague rose atteindra la Corrèze. Chirac est réélu, mais mis en ballottage par Hollande, une quasi-victoire. Jacques Calmont, à l'époque premier secrétaire de la Fédération socialiste de Corrèze, se souvient de la première rencontre Chirac-Hollande en 81. Il avait investi la salle avec des militants socialistes en plein meeting de Jacques Chirac. Chirac a senti que la salle n'était pas très chaude et il a demandé s'il y avait des questions dans la salle.
Hollande s'est levé et a dit « Moi, Monsieur Chirac, je voudrais vous poser une question. Qui êtes-vous, jeune homme ? Je suis votre concurrent socialiste. » Mais presque 30 ans après, s'est opéré petit à petit un rapprochement bonhomme. Ce moment culte, 2011, au musée Jacques Chirac de Saran, la présidentielle est dans un an, mais l'ancien chef de l'État a déjà choisi. Je peux dire que je voterai Hollande. Au-delà des mandats locaux des deux hommes, il y a comme une filiation dont on parle peu, celle qui s'est faite autour de ce corrézien radical socialiste, Henri Queuille. Qui fut un homme politique de la 4e République et qui va les rapprocher. D'ailleurs, Jacques Chirac donnera des conseils, il va lui raconter Queuille. Et Chirac offrira même un buste d'Henri Queuille à François Hollande, qui l'emmènera dans son bureau à l'Élysée. Boucle bouclée, François Hollande, locataire de l'Élysée, venait remettre le prix de la Fondation Chirac au musée du Quai Branly, en présence de l'ancien président, comme ici en 2013, ou encore lors de la dernière apparition publique de Jacques Chirac en 2014. Et on va maintenant retrouver Pascal Foucault qui est toujours en compagnie de Dominique Bussereau en Charente-Maritime, ancien secrétaire d'État et ministre de Jacques Chirac, pour évoquer cette fois son héritage politique et surtout en Nouvelle-Aquitaine. Oui, Dominique Bussereau, parce qu'on l'a vu, le président Chirac, même depuis l'Élysée, restait un homme de terroir finalement. Il aimait être sur le terrain. Il est venu partout ici en Charente-Maritime, partout dans l'ex-région Poitou-Charentes, partout dans l'actuelle région Nouvelle-Aquitaine. Il adorait ses visites, il adorait prendre du temps, discuter avec les gens, avoir un banquet républicain où il rencontrait tous les élus. C'était vraiment son ADN. Il n'y a rien qui l'ennuyait de plus que des journées entières à l'Élysée ou d'affaires parisiennes. Il adorait aussi voyager à travers le monde. Il est un des présidents qui a le plus rencontré les chefs d'État étrangers. Mais vraiment, son attachement, c'était le terroir. Alors justement, hier, pas plus tard qu'hier, vous étiez vous-même avec d'autres élus de collectivités rassemblés à Aigrefeuille-d'Aunis pour défendre cette A831. Quelle aurait été, lui, sa position? Comment il aurait réagi par rapport à cette situation de ce serpent de mer? Vous savez, il était toujours extrêmement intéressé aux infrastructures routières, ferroviaires. Il avait navigué, donc il s'intéressait beaucoup à la mer, aux grands ports, etc. Et je me rappelle quand on a décidé de la ligne LGV Tours-Bordeaux. Donc on fait un conseil interministériel d'aménagement du territoire, présidé par Jean-Pierre Raffarin, avec à l'ordre du jour le schéma avec la ligne Tours-Bordeaux qui a été mise en service il y a le 1er juillet 2017. Et bien au dernier moment, Jean-Pierre Raffarin m'appelle en disant « faut changer le schéma ». Pourquoi? Il me dit « je viens de recevoir un appel du président Chirac, il faut rajouter un tronçon de ligne TGV entre Poitiers et Limoges ». Et donc on a pris toutes les cartes, mes collaborateurs de mon cabinet ont pris des crayons de couleur, on a fait un truc un peu maladroit, on a rajouté, tout le monde a bien vu que ça avait été rajouté, un bout de TGV Poitiers-Limoges, parce qu'ils considéraient que l'enclavement de la région Limousin, de la Corrèze, de la Haute-Vienne n'était pas normal et qu'il fallait se relier au système TGV. Il avait trouvé l'idée de le faire à Poitiers en se reliant à la ligne nouvelle Tours-Bordeaux. Voilà, c'était Chirac, donc sur une infrastructure qui reliait Nantes à Bordeaux, qui fait une espèce de dorsale comme ce sur quoi nous sommes réunis hier. Évidemment, c'était le genre de sujet qui le passionnait, qui l'intéressait. À quoi tenait, selon vous, son attachement à la ruralité, de manière aussi prégnante d'ailleurs? Il était familial, chacun connaît ses origines familiales, ses vacances à Saint-Ferréol avec son copain devenu boucher, toutes ces vacances qu'on a vécues, tous, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu les vacances à la ferme que ma génération a connues. On avait tous au minimum des grands-parents ou des arrière-grands-parents agriculteurs, on avait tous des cousins agriculteurs, et l'été, c'était pas l'époque des grands voyages et des vols low cost, on allait à la campagne chez ses grands-parents, et donc on allait de ferme en ferme, on allait assister au battage, on allait voir les gens s'occuper des vaches, etc. Donc Chirac avait cette passion pour l'agriculture venue de son enfance, et puis après il a été un ministre de l'Agriculture aussi tout à fait efficace. Merci beaucoup Dominique Bussereau. Et voilà ce que nous pouvions dire ici depuis la maison de la Charente-Maritime à Saint-Georges-de-Didonne en compagnie de Dominique Bussereau. Merci Pascal Foucault. Nous sommes toujours donc en direct du musée du président Chirac à Saran pour cette émission spéciale en hommage à Jacques Chirac le Corrézien. On évoquait les infrastructures avec Dominique Bussereau. Françoise Limoujou, la Corrèze n'aurait pas été ce qu'elle est sans Jacques Chirac? Absolument. Ça, c'est certain. Nous, Jacques Chirac a été notre bonne étoile et nous lui disons merci du fond du cœur car elle a beaucoup évolué, elle a grandi, elle s'est développée, ça a été merveilleux. Le temps Chirac a été merveilleux. Merci à Jacques.
bien sûr du fond du cœur. Daniel Chassaing, vous partagez... Oui, je vais vous donner la parole, monsieur de Peretti. Vous partagez... Écoutez, en Corrèze, bien, il y a les autoroutes que Jacques Chirac a apportées, qui vont bien sûr jusqu'à Bordeaux, en passant par la Dordogne, mais aussi de Bordeaux à Lyon, et le croisement autoroutier autour de Brive qui a apporté un plus quand même formidable pour tout ce territoire qui se développe, mais aussi, bien sûr, sur le long de la 89 avec Tulle, Égletons, qui l'a beaucoup aidé, et puis Ussel, où il a apporté aussi beaucoup d'entreprises qui existent toujours, et pas qu'à Ussel d'ailleurs. Donc, effectivement, il n'y a pas que son action pour les handicapés en Corrèze, il a fait aussi beaucoup pour l'économie, pour les entreprises, mais aussi il a apporté quelque chose de capital, c'est le croisement des autoroutes en Corrèze. Jean-Jacques de Peretti ? Non, je voulais simplement, à titre non pas anecdotique, rappeler que le seul autoroute qui n'est pas payant, c'est celui qui va de Châteauroux à Brive. C'est là-bas. Et ça, les Corréziens, et un peu aussi les Lautois, les Périgourdins, le doivent à Jacques Chirac. Alors, au-delà de cet apport d'infrastructures, pour vous, quel homme d'État, qu'est-ce qu'il laisse en tant qu'homme d'État, Jacques Chirac? On pense au discours du Veldiv, on pense au refus de la guerre en Irak. Vous qui l'avez côtoyé lors de ses plus hautes fonctions. Si vous voulez, sa réactivité à l'événement était assez extraordinaire. Il y a bien sûr ce que l'on cite, l'affaire irakienne. Johannesburg, il l'anticipait. Alors après, j'entendais quelques commentaires. Johannesburg, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il a quand même allumé la mèche sur l'écologie, parce qu'à l'époque, personne vraiment n'en parlait. Je crois que c'était quelqu'un qui décidait, qui était assez plastique dans ses décisions, parce qu'il voulait avoir tous les éléments avant de pouvoir se faire une opinion, très curieux et surtout très méticuleux. Alors, dans Le Monde, cette semaine, la journaliste Béatrice Guret écrit qu'il est sans doute fait pour comprendre les Français et les conquérir, et peut-être moins pour les gouverner. Jean Combasteil, vous souscrivez à cette analyse ? Je ne sais pas, c'est une formule qui est quand même peut-être discutable. Il a gouverné, il a accompli son mandat, c'est sûr, et qu'on puisse mettre en avant certaines de ses réalisations, certainement il y est pour quelque chose. Il y a aussi parce qu'il y avait quand même une demande, une pression. Quand on évoque ce problème de l'autoroute, par exemple, c'était qu'il y avait là une RN20 qui était très déficiente et qui avait besoin effectivement d'être modernisée. Et je me souviens d'avoir moi-même rendu visite au ministre de l'Équipement, j'étais conseiller régional avec le président de l'époque, et pour justement essayer d'avoir une autre route. Et c'est vrai que elle s'était faite dans le cadre de l'amélioration de la RN20, ce qui explique un peu sa gratuité actuelle. Souhaitons que ça dure, ce qui n'est pas certain. Mais donc, je crois que c'est ça. C'était un acteur politique normal, enfin, je crois mais qui a marqué la Corrèze, c'est évident. Et François Hollande ? François Hollande a pris, pas tout à fait sa suite, mais enfin, il a été aussi président de la République. Il y a peut-être été moins longtemps, mais aussi dans un contexte quand même différent. Je crois on ne peut pas tout à fait comparer, même si je pourrais faire des critiques par rapport à la politique de François Hollande, je crois qu'on ne peut pas comparer la situation qu'a connue François Hollande avec celle qui était au moment de Jacques Chirac. C'est des évolutions économiques et démographiques considérables. Alors pour Jacques Chirac, l'homme d'État, le second mandat s'achève donc en 2007. L'occasion de revenir beaucoup plus souvent après cette date en Corrèze et de se consacrer à sa passion pour les arts premiers. Malgré une santé devenue très fragile, nous allons faire maintenant un retour en images sur ses dernières apparitions médiatiques avec le commentaire de Denis Thibaudot. Sa dernière apparition publique date déjà d'il y a presque 5 ans. C'était à Paris en novembre 2014, à la remise des prix de sa fondation au musée du Quai Branly. Depuis, Jacques Chirac avait disparu des écrans, contrairement à ses habitudes. Avant, l'ancien président de la République faisait quelques apparitions au marché de Saran, dans son pays corrézien, ici en 2011 et 2012. Il avait aussi présenté son livre mémoire à la foire du livre de Brive en 2009, toujours très entouré,
malgré un état de santé déjà très fragile. On l'avait même vu participer la même année à la cérémonie du souvenir pour le 65e anniversaire du massacre des pendus de Tulle, en déposant une gerbe au monument des martyrs. Mais c'est à son musée de Saran qu'il consacrait la plupart de son temps depuis son départ de l'Élysée. Il n'en finissait pas de faire visiter ses expositions à ses invités de marque, avec François Hollande, alors simple président du département de Corrèze, devant des céramiques chinoises notamment, une des passions de Jacques Chirac. Sa dernière sortie, en juillet 2016, l'avait amené une nouvelle fois au musée du Quai Branly, avant un ultime voyage au Maroc, en visite privée. Alors, on le voit, Jacques Chirac, amoureux des arts premiers. Nous sommes toujours dans son musée où les visiteurs sont nombreux à venir signer les registres de condoléances depuis jeudi. Jean-Jacques de Peretti, cet amour des arts premiers, ça a été une première pour un président français. D'abord, il ne le montrait pas comme ça, il ne le montrait pas à tout le monde, il avait une certaine pudeur, il y a toute la civilisation chinoise. Alors, moi, je me souviens d'un moment, on allait à New York aux Nations Unies, et Jacques Chirac était assis, il avait une petite mallette, et puis je voyais tout un tas de petites fiches à l'intérieur. Alors, je passe une fois, je passe deux fois, et puis comme il a immédiatement vu que je m'intéressais à ça, il me dit « Ah, tu veux savoir ce que c'est ? Eh bien, viens voir. » Et il avait sur chaque fiche un objet, d'où il venait, de quelle époque, comment ça avait été daté, une petite analyse scientifique. Il apprenait ça. C'était un extraordinaire travailleur parce qu'on avait autre chose en tête, on pouvait avoir autre chose en tête quand on allait aux Nations Unies. Eh bien, il perdait jamais son temps. Et cet aspect méticuleux des choses m'a appris, après, lorsque j'étais ministre, à faire moi aussi des petites fiches. C'est un conseil qu'il vous aura donné. Alors, un hommage populaire va avoir lieu à partir de 14h tout à l'heure à Paris, aux Invalides. De nombreux Corréziens sont sur la route, vont faire le déplacement. D'autres cérémonies auront lieu également demain, mais aussi le week-end prochain en Corrèze. On va retrouver en direct de Paris Philippe Mallet et Samuel Chassaigne qui sont sur place. Alors Philippe, quel est le programme de cette journée ? Oui, il est important, Anaïk, encore une fois, de le dire. Il s'agit là d'un hommage populaire et non pas d'une cérémonie officielle. Cet hommage populaire sera rendu à 14h ici aux Invalides. Les Invalides, c'est l'endroit symbolique de la nation. Hein. C'est le lieu de recueillement qui accueille traditionnellement les célébrations consacrées aux grands personnages de la nation. Alors, peu d'informations pour l'instant circulent sur le déroulement de l'organisation de cet après-midi. Mais deux choses sont sûres, Anaïk. Premièrement, les Français pourront se recueillir en présence de la famille, même s'il y a peu de chances que Bernadette Chirac puisse venir tout à l'heure. Elle est très affaiblie. Les Français donc pourront se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac qui est installé sous le dôme des Invalides situé juste derrière moi. Et puis, deuxième information, un opuscule sera distribué sur place. Il rassemble des propos et des écrits de Jacques Chirac. Autre certitude, les Corréziens de Paris, mais aussi les Corréziens de la Corrèze, venus du Sel, de Mémac, de Bord-les-Orgues ou encore de Tulle, seront présents, parmi lesquels Françoise Béziat, la présidente de la Fondation Jacques Chirac. Merci Philippe, merci à Samuel Chassaigne pour les images et la liaison. Françoise Limoujou, vous vous posez la question, vous allez vous y rendre à cet hommage ? Oui, je vais m'y rendre. Bernadette a demandé que je sois près d'elle, donc je me fais un devoir et un honneur pour moi d'aller accompagner Jacques à sa dernière demeure. Je le fais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité, et je pense bien sûr à Claude, je pense à Bernadette, à Martin, parce qu'ils perdent un homme extraordinaire que la France leur a pris, parce que bien sûr, quand il a été président de la République, il était président de tous les Français. Eh bien, c'est vrai, nous avons eu de la chance de l'avoir. Daniel Chassaing, vous serez aussi présent lors de ces cérémonies. Vous pensez qu'il y aura sûrement beaucoup de monde ? Ah oui, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Et donc moi, demain matin, effectivement, je serai aux Invalides et à Saint-Sulpice. Je pense que c'est tout à fait normal d'être là près de la famille et aux côtés de Jacques Chirac
qui a beaucoup apporté à la France et à la Corrèze. Alors, on évoque aussi un hommage en Corrèze, cette fois le week-end prochain avec François Hollande qui a confirmé sa venue et peut-être Emmanuel Macron. C'est important pour le territoire aussi qu'un hommage ait lieu ici, sur le département ? Oui, pour moi, je pense que c'est très important puisque Jacques Chirac, qui a apporté beaucoup à la France et aussi c'était un Européen convaincu, mais il a apporté énormément à la Corrèze et je pense que c'est normal que la Corrèze rende cet hommage au président Jacques Chirac. Jean Combasteil, cet hommage populaire, c'est quasiment du jamais vu pour un président décédé, de procéder comme ça. Ça correspond à ce qu'il était aussi pour vous ? Je ne sais pas si c'était sur d'autres présidents, mais c'est vrai qu'il est normal qu'il y ait ces manifestations. Je n'y participe pas, mais on peut s'y associer par la pensée. Je crois que c'est tout à fait normal et c'est, je pense, dans une pratique humaine. Merci beaucoup Jean Combasteil. Merci Françoise Limoujou d'être venue jusqu'à nous au musée de Saran. Merci Jean-Jacques de Peretti et merci à vous Daniel Chassin. C'est la fin de cette émission spéciale en hommage à Jacques Chirac, le Corrézien. Nous étions en direct du musée qui porte son nom ici à Saran. Merci à tous les invités de nous avoir raconté leur Jacques Chirac. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Merci à Christophe Chaillet à la réalisation, Sandrine Leclerc à la rédaction en chef et à l'ensemble des moyens techniques et des rédaction de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, c'est le Flash Info, puis Dimanche en politique continue et on va se quitter sur des images, des messages qui sont laissés ici par les visiteurs du musée, des messages très émouvants. Très bon week-end à tous sur France 3. Thank you.